30 minutes d'activité physique par jour, c'est 2% de ta journée. Si tu n'es pas fichu de consacrer 2% de ta journée à ta prévention de ta santé, indépendamment de la nutrition, c'est que tu n'as pas compris le problème. Je pense que le tout, c'est de mourir dignement. Donc, soit on s'éteint tout doucement, tranquillement, sans aucune douleur, soit c'est des douleurs épouvantables, un handicap absolument monstrueux pour lequel la vie n'a plus de sens pour soi-même. Et donc, on n'a plus envie de vivre. Je comprends tout à fait que ces gens qui veuillent mettre fin à leur jour, c'est évident. Le succès, c'est quand on se fixe un objectif et qu'on l'a réalisé. Le tout, c'est de savoir quel objectif on veut mettre en place. Bonjour, je suis Gérard Saillant et je suis vraiment très heureux de prendre une pause avec vous aujourd'hui avec Alexandre et on va pouvoir discuter d'un certain nombre de choses, j'espère intéressantes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, il se dévoile le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a opéré les plus grands champions du monde, comme Michael Schumacher ou Ronaldo. Il a conseillé des ministres, accompagné les équipes de France aux Jeux Olympiques. Il a dirigé l'un des services de chirurgie les plus prestigieux d'Europe. Et au sommet de sa carrière, il quitte la chirurgie hospitalière, pas par lassitude, mais par conviction. Il cofonde alors l'Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière, aux côtés de Jean Todt, avec une ambition folle, accélérer la recherche sur les maladies du cerveau et faire de la France un leader mondial sur ce terrain décisif. Dans cet épisode de Pause, on parle de pression, de responsabilité, de transmission, on parle d'hôpital en crise, de sport de haut niveau, de décisions irréversibles. On parle aussi de longévité, de prévention et de cette société qui veut vivre toujours plus longtemps sans toujours savoir comment vivre mieux. Bonjour Gérard Saillant. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, mais c'est un gros programme tout ça. Oui, tu vois, on a beaucoup de choses à partager. Est-ce qu'un médecin doit forcément toujours dire qu'il va bien ? Est-ce que c'est un principe ou globalement vous voyez tellement de choses ? Je crois que le médecin, il est au même plan d'égalité que les autres. Manifestement, même c'est pire, parce qu'on dit que de temps en temps, les médecins ont moins bons résultats quand on les opère que les autres, parce qu'on ne fait pas pareil. Il faut toujours faire pareil pour tout le monde. Mais les médecins sont des hommes comme les autres, et ils ont leurs petits problèmes, leurs gros problèmes, mais ça va. Je te remercie. Toi, ça va. On va parler de certains combats qui sont importants dans ta vie. On va parler de ce qui a fait justement tout ton parcours. Mais avant de commencer par ça, j'ai envie de te poser quelques questions qui sont parfois, nous, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est des choses que moi j'ai entendu dire, on m'a dit, et je ne sais jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Alors j'espère qu'avec toi, tu vas pouvoir soit rendre ces on-dit totalement faux, ou peut-être te dire, vous avez raison, on doit faire ça. Est-ce que tu es prêt ? Post-vérité. On vit plus longtemps, donc on vit globalement en meilleure santé. On vit plus longtemps, c'est vrai. L'espérance de vie augmente de 3 mois chaque année, après a priori, et une fille sur 2 qui naît aujourd'hui sera centenaire. Fille sur 2 ? Oui. Le tout, c'est de vivre à peu près en bonne santé. Et quand on voit les espérances de vie en France, c'est quasiment le record du monde. Quand on voit l'espérance de vie en bonne santé, on a 10 ans de retard par rapport à des pays comme les pays nordiques, scandinaves, la Norvège, la Suède, la Finlande, etc. Pourquoi ? Parce que la France a mis le paquet, si je puis dire, sur le traitement, et on est bien traité en France avec une couverture sociale dont les Français n'ont pas bien conscience, il faudrait qu'ils se promènent un petit peu plus, mais on n'a pas mis du tout l'accent sur la prévention, et la prévention est un élément très important dont chacun d'entre nous doit être acteur, bien entendu. Donc, on vit plus longtemps, mais on devrait vivre mieux, en bonne santé, plus longtemps. Cette espérance de vie en bonne santé, c'est combien d'années en France ? En France, c'est à peu près 60 ans, 65 ans, alors que c'est 10 ans de plus dans les pays scandinaves. Et quels sont, dans ceux que tu as regardés, aux États-Unis, c'est pire, c'est aussi bien ? Alors, aux États-Unis, on est en train de diminuer l'espérance de vie, parce que la couverture sociale n'existe pas, parce qu'il y a la sédentarité et parce qu'il y a l'obésité. Et dans les pays très développés, on est en train, dans certains pays, de diminuer l'espérance de vie. Là, c'est l'espérance de vie, même pas en bonne santé. Ce que tu dis, c'est l'espérance de vie complète. Bien entendu. Donc ça t'inquiète. C'est inquiétant parce qu'on prend le problème du mauvais côté. On continue dans ces... Merci pour... Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est ce qui est important. Faire du sport après 50 ans,
c'est dangereux pour le corps? Ah bon? C'est une question que je pose. Je pense que l'activité physique, c'est le premier des médicaments. Et encore, un médicament, c'est fait pour soigner. Tandis que là, c'est fait pour soigner et pour prévenir. C'est-à-dire qu'on a bien montré que depuis longtemps, quand on a un problème cardiaque, le diabète, l'obésité, etc., l'activité physique est très importante, et surtout après 50 ans. Mais c'est également de la prévention. Et on a bien montré que, par exemple, les récidives de cancer du sein chez la femme, qui fait du sport ou qui n'en fait pas, le cancer du côlon chez l'homme qui fait du sport ou qui n'en fait pas, le pourcentage est tout à fait différent. On parle de ça sur le cancer du côlon. Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ostéopathe. Il me disait, Alexandre, je n'ai jamais eu un marathonien qui a eu un cancer du côlon. C'est des choses qui... Tu te dis... C'est ton marathonien, je n'ai pas encore eu, mais on va voir, ça peut-être venir. T'en as eu... En fait, c'est vraiment... Il y a une relation... L'activité physique est un élément très, très important dans la prévention. Donc, à 50 ans, il faut faire du sport. Mais il y a deux catégories. Il y a ceux qui en ont fait depuis toujours, qui sont peut-être un peu arrêtés parce qu'il y a eu le mariage, le problème, le travail, les enfants, etc., et qui reprennent. Et puis, il y a ceux qui n'en ont jamais fait. Et donc là, effectivement, à 50 ans, il faut souvent faire un petit bilan pour être sûr que la machine est bonne. Justement, en parlant de ce sport, le sport marcher, j'ai beaucoup entendu parler, ce marcher 10 000 pas par jour est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 8 000? Est-ce que... D'abord, il y a les petits pas, les grands pas, mais le minimum, c'est 30 minutes d'activité physique par jour. 30 minutes d'activité physique par jour, c'est 2% de ta journée. C'est 2% de ta journée. Si tu n'es pas fichu de consacrer 2% de ta journée à la prévention de ta santé, indépendamment de la nutrition, c'est que tu n'as pas compris le problème. Activité physique, tu peux nous définir ce que c'est? C'est la marche un peu rapide, c'est monter les escaliers plutôt que prendre l'escalator dans le métro, c'est faire du vélo, c'est faire du sport. Le sport, c'est l'activité physique avec en plus des règles du jeu. Mais l'activité physique, ce n'est pas que le sport, c'est la vie de tous les jours si on veut bien s'en donner la peine. Alors, ces 30 minutes ont été mis en avant pendant les Jeux Olympiques de Paris, puisque tu as fait partie de ce collectif. Moi, j'ai eu la chance d'être administrateur des Jeux Olympiques de Paris. C'est un des sujets majeurs qui est aujourd'hui mis dans toutes les écoles, tu le sais, les écoles de France, où il y a également... Théoriquement. Pas dans toutes les écoles ? Voilà. Dans la pratique, on en est loin, mais c'est théoriquement dans toutes les écoles, oui. Voilà. Donc, en tout cas, c'est important. C'était le message qui était porté, ça allait dans un certain nombre d'écoles, on ne va pas dire dans toutes les écoles, mais ça, c'était pourtant important. Et important, là, pour le coup, dans la petite enfance. Chez l'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est le plus malléable, donc le plus formable et le plus déformable. Et si on ne prend pas les bonnes habitudes à la base, si on n'a pas les fondamentaux, comme disent certains, eh bien, on a du mal ensuite à rattraper. Donc, c'est une période extraordinaire qu'il ne faut pas rater. Dormir moins de 6 heures par jour est là aussi un problème majeur de santé ? Le sommeil est un élément important de récupération, mais je suis mal placé pour en parler. Je n'ai jamais dormi plus de 5 heures aussi à peu près. Mais je ne suis pas insomniaque. Le week-end, je peux dormir 8 heures ou 9 heures. Mais tu es fatigué après 5 heures ? Non, c'est une question d'habitude. Mais si en vacances, je dors 7 heures ou 8 heures et que brutalement je dors 5 heures, je vais être fatigué. Donc il y a une question d'habitude et de rythme à prendre. Mais donc, dormir 8 heures par jour, ça me terrifie parce que je me dis, si j'ai 75 ans, j'ai dormi 25 ans de ma vie à rien foutre. Tu sais que c'est une grande discussion que j'ai avec mon épouse qui me dit qu'il dort plus que moi et je suis comme toi, je dors peu. Et je lui dis, à la fin de notre vie, quand on est ensemble, je pense que j'aurais vécu plus de 20 ans que toi. Mais je crois qu'il faut dormir quand même. Parce que toi qui a fondé l'ICM, un sujet, est-ce que tu n'as pas souvent un faisceau d'études qui démontrent que Si, bien entendu, le sommeil, je crois qu'il y a quand même une susceptibilité pour chacun, et puis une éducation du sommeil. Le sommeil, ça s'éduque. On peut très très bien arriver à l'augmenter, le diminuer. J'ai l'impression que tu es en train de vendre un peu ton... Non. pour ce que toi, tu as réussi à faire que d'autres ne peuvent pas faire. Mais c'est peut-être pas une bonne chose. D'accord. La sédentarité est devenue un problème majeur dans quasiment tous les pays. Oui. Ça, tu l'as vu, tu as vu une vraie évolution au fil des années ? Actuellement, en France, une fille qui a entre 7, 8 et 12, 13 ans passe 6 à 7 heures par jour devant une tablette, indépendamment de ceux dont c'est le métier. 6 heures par jour ? Par jour devant une tablette ou devant son téléphone. Donc, indépendamment de ceux dont c'est le métier et qui travaillent soit en télétravail, soit dans le métier d'être informaticien ou devant un écran. Donc ça, c'est un très, très gros problème. Donc, à 10 ans aujourd'hui en France,
Tu me parlais d'une jeune fille, tu parlais pas d'un jeune garçon. Parce que les filles sont encore plus que les garçons devant les écrans. C'est un problème très très important parce qu'on montre bien, et François Carré en particulier a bien montré que les qualités cardio-respiratoires en 40 ans ont diminué de 25% chez les enfants. 25%, c'est considérable. Donc on part avec un handicap dans la vie. À côté de ça, l'espérance de vie va être plus longue, mais dans quelles conditions? On revient sur ce sujet de l'espérance de vie en bonne santé. S'étirer avant de faire du sport est, encore une fois, obligatoire, est quelque chose que chaque sportif devrait faire. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu conseilles? Oui. Non, pas forcément. Si je ne fais pas. D'accord. C'est un peu comme le sommeil tout à l'heure. Il faut mieux dormir, mais les autres. Parce qu'on est très pressé, etc. Donc, mais bien entendu qu'il faut savoir chauffer la machine T'as souvent eu, toi, des claquages ou autres quand t'es allé trop vite? Des problèmes de tendinite et autres, mais banal. Et est-ce qu'il faut justement aussi s'étirer après avoir fait du sport? Oui, bien entendu. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je dois choisir entre l'un et l'autre? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est mieux? Il y a l'échauffement au départ, et puis ensuite, la récupération après, il n'y a qu'à voir ce que font les footballeurs quand ils ont fait un match de 90 minutes. Ensuite, souvent, ils vont courir un petit peu, ils vont très tout doucement, etc., etc. Donc, il y a toute une hygiène de vie qui doit encadrer l'activité sportive, mais véritablement sportive. Là, on ne parle pas de l'activité physique quotidienne. Le sport abîme les articulations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... En effet, on peut courir, à un moment, on va arrêter de courir, on va plutôt faire du vélo. Est-ce que c'est une évolution logique ou pas forcément? Non, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la U-curve, la courbe en U, c'est-à-dire que celui qui ne fait aucun sport ou celui qui fait un sport très professionnel a des risques d'ennui physique. Celui qui en fait normalement, n'a au contraire une prévention remarquable. Mais les deux extrémités, et le sport professionnel est à la limite du physiologique, c'est évident. Il y a une prise de risque. Si on veut gagner, il faut prendre des risques. Pour tout. Et merci. Moi, j'ai appris déjà des choses. Donc, on est juste au début, mais tu vas voir, j'ai plein de questions. Tu vas nous raconter plein de choses. Et là aussi, c'est pour les auditrices et les auditeurs, ceux qui vont nous écouter. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous allez mettre en place. L'objectif, c'est justement ce que tu sais, c'est de partager cette connaissance avec le plus grand nombre. On va évidemment parler de plein de choses que tu as pu faire. Une chose majeure, c'est cet ICM, donc l'Institut du cerveau. Là-dessus, ça m'intéresse parce que je me souviens de ce que tu as dit quand tu as commencé, parce que tu as démarré à 61 ans, et tu as dit, moi j'ai vu trop souvent des sportifs, c'est comme ça que tu l'as dit, qui ont fait le match de trop. Et c'est vrai qu'on en a tous peut-être en tête en disant juste peut-être qu'il faut partir quand on est tout en haut. Toi, c'est vraiment ça qui t'a fait à un moment poser tout et dire je vais faire autre chose. Maintenant, j'ai 60 ans, je fais autre chose. Et les sportifs et certains grands patrons de médecine ou de chirurgie qui manifestement continuaient à parler dans les congrès en profitant d'une certaine expérience qui était déjà un petit peu ancienne. Alors à côté de ça, il y a des gens qui ont 70 ans et qui continuent à enseigner un nombre de choses considérables et avoir un talent remarquable. Mais moi, j'avais décidé d'arrêter. Et tu avais décidé ça à quel âge? Parce que là, tu t'arrêtes à 60 ans. Bon, tu savais ça, c'était à 58 que tu t'es dit ça? Non, peut-être 10 ans avant, déjà 10 ans avant. Non, c'est une chance extraordinaire quand on a son destin, enfin son destin, c'est un grand mot, son avenir entre ses mains et qu'on peut décider ce qu'on veut faire. C'est une chance extraordinaire. Peu de gens ont cette chance-là. Donc j'ai cette chance en disant j'arrête et je vais faire autre chose. Donc tu sais comment on dit retraite en espagnol ou pas? Moi, non, j'ai beaucoup aimé c'est jubilation. Oui, c'est ça. Et je trouve ça assez génial parce que souvent quand tu parles avec c'est mieux que retraite d'ailleurs parce que ce terme jubilation, moi je peux t'attendre à 60 ans, tu dis t'as énormément, parce que t'as énormément travaillé pendant ta carrière. On aurait pu imaginer que justement ça soit cette jubilation. T'as beaucoup de choses que t'aimes. Et là tu sais, quand tu parles, c'est important pour les gens qui nous écoutent parce que parfois des gens veulent changer de chemin, de carrière, parfois faire autre chose et ils ne savent pas s'ils doivent attendre d'avoir l'idée ou faire autre chose. Toi, quand tu décides ça, tu sais déjà ce que tu vas faire? Tu sais déjà que l'ICM est là? Tu as déjà une idée, une perception ou pas encore? Non, quand j'avais 50 ans, j'ai décidé d'arrêter, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, il faut vivre. Donc, si tu veux, j'ai été ensuite président de la commission médicale de la Fédération internationale automobile. J'étais 3 ans au Qatar pour construire l'hôpital, être chief medical officer de l'hôpital Aspetar, qui est un hôpital de médecine du sport. Mais je ne savais pas que j'allais faire l'Institut du cerveau. Je voulais faire quelque chose, je ne savais pas quoi. Et c'est donc dans les discussions
discussions avec en particulier Jean Todt qu'on est arrivé à cette idée-là. Et puis parce que j'étais doyen de la faculté, donc j'avais eu un peu une vue d'ensemble des problèmes médicaux qu'il pouvait y avoir au XXIe siècle. Quoi. Alors là, on est en 2006, et dans ces années-là, là on est au démarrage de l'Institut du cerveau, tu parles de Jean Todt. Toi, et ça aussi ça m'a intéressé quand je me souviens quand je te voyais lancer ça, je me suis dit, mais Gérard Saillant, je crois qu'il est chirurgien, oui, mais plutôt orthopédique. Et là, j'entends le cerveau. Je me dis, alors peut-être que j'ai une mauvaise compréhension du corps humain, mais je me pose cette question-là. Et quand j'ai un peu creusé, j'ai compris que toi, au début, ton idée, c'est de faire plutôt un institut sur le trauma, sur la traumatologie. Alors, c'était plutôt l'idée de Jean Todt qui m'avait vu travailler dans des conditions parfois difficiles, matérielles, à l'assistance publique, et qui voulait créer un trauma center, comme il en existe, etc. Et donc, c'était une remarquable idée, excellente idée, mais à mon avis, le problème était à peu près réglé de la traumatologie, même s'il y avait encore des gros progrès à faire. Et donc, il fallait beaucoup plus aller sur les problèmes qu'il y a au XXIe siècle. Et pour moi, les deux gros problèmes qu'il va y avoir, c'est les maladies infectieuses, parce que le monde est un village, parce que les nuages ne s'arrêtent plus aux frontières. On l'a vu avec la Covid, etc. On a vu le Covid, on a vu la vache folle, on a vu tout un tas de maladies. Donc, ça va être un des problèmes. Et le deuxième problème, c'est les maladies neurologiques, parce que elles sont de plus en plus fréquentes, on vit de plus en plus vieux, et d'autre part, certaines arrivent plus fréquemment, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça, pourtant, c'est pas ton domaine d'expertise. Non, mais quand on est doyen, on a l'ensemble des disciplines sous la main et auxquelles on a un œil très serré, enfin très pointu. Et puis d'autre part, je m'étais beaucoup occupé dans ma carrière de sportif, comme tu disais tout à l'heure, mais beaucoup, et c'est moins connu, je dirais même beaucoup plus de la colonne vertébrale. Et avec Roy Camille, qui était mon ancien patron, on est arrivé à régler le problème du contenant, c'est-à-dire la vertèbre, c'est-à-dire les disques, etc., à remettre les vertèbres en place, à les reconstruire et autres. Mais le contenu, c'est-à-dire la moelle épinière au milieu, on n'a pas fait de progrès. Et donc, mon approche de la neurologie vient également par ma carrière chirurgicale, je dirais. Donc c'est intéressant, parce qu'au début, ça ne s'appelle pas l'Institut du cerveau. C'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. J'y tiens particulièrement. Et puis, pour des raisons de marketing, vous avez résumé. On a mis Institut du cerveau parce que les gens ne savaient pas si c'était la moelle osseuse, la moelle épinière, ce que c'était. Et donc, c'est plus court. Justement, si tu peux expliquer rapidement ce qu'est l'ICM, ce qu'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, à quelqu'un qui nous écoute là et qui dit c'est quoi le pitch de l'ICM aujourd'hui? On a voulu créer avec les membres fondateurs, parce qu'il y a Jean Todt, mais il y a également 12 personnes autour, quelque chose de tout à fait innovant. Parce que c'est une fondation privée, mais c'est pas ça le caractère innovant. Le caractère innovant, c'est la prise de risque, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire de la recherche. Soit on fait de la recherche remarquablement bien, mais je dirais à la petite semaine, parce que les notations sont faites sur les publications, sur ces choses-là, etc. Et donc on va faire avancer la science, mais plein de gens vont faire avancer la science un tout petit peu comme ça. Et c'est comme une gestion père de famille. Ou bien on prend des risques, non pas pour le malade, mais pour soi, en disant j'ai une idée originale, j'ai une méthodologie qui est correcte, et j'ai un programme sur 4 ans. Je fonce dans ce programme-là. Mais pour ça, il faut que j'ai de l'argent. Parce que comme c'est tout à fait innovant, tout à fait nouveau, que c'est pas prouvé, j'ai pas d'argent. Donc il faut aller dans cette voie-là. Si au bout de 4 ans, j'ai gagné, j'aurai peut-être le prix Nobel. Si j'ai perdu, si c'est un échec, ça permet à toute la communauté scientifique de dire « n'allez pas dans cette voie-là ». Donc, contrairement à la finance, l'échec n'est pas un échec, c'est un succès en réalité pour la recherche. Et donc, on a voulu ce caractère très, très innovant et ce caractère très réactif. Je prends un exemple. Quand il y a eu le Covid, on a pu en 15 jours monter un programme de recherche sur l'action du Covid sur le cerveau. Parce qu'on perd le goût, on perd l'odorat, c'est neurologique. Est-ce qu'il y a des encéphalites? Est-ce qu'il y a des méningites? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? On a monté ça en 15 jours parce que c'était une structure privée qui a une réactivité extraordinaire. Donc on a voulu avoir l'avantage du privé et l'avantage du public qui a la pérennité, qui a la caution, qui a l'expérience et qui fait un travail également remarquable. Et donc on a voulu avoir l'avantage des deux sans avoir les inconvénients. Le meilleur des deux mondes. Donc là, exactement. Je le disais, c'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Oui. Donc là, on parle d'un hôpital public.
et justement à apporter des... Et donc, est-ce que tu as eu des réticences au départ? Quand vous avez cette idée-là, au départ, avec les 11 autres membres fondateurs, c'est quoi les premières réticences que tu rencontres? Les premières réticences, c'est de dire, mais la recherche, c'est très bien trouver de l'argent, donner-nous l'argent, mais la recherche, ça fait des siècles que c'est le public qui le fait. Et quelqu'un m'a dit, c'est pas parce qu'il y avait Jean Todt, c'est pas Ferrari qui va faire la recherche. Ferrari n'a jamais donné un sou là-dessus, c'est pas dommage. Le problème. Et donc, bien entendu, c'est une lutte entre public et privé déjà. Tu l'as senti dès le départ en disant, bien entendu, c'est pas à vous privé de... Et puis petit à petit, quand on a une idée, il faut qu'elle soit pas trop mauvaise, mais il faut surtout qu'elle arrive au bon moment. Et donc là, petit à petit, les mentalités ont évolué à tous les niveaux et la mayonnaise a fini par prendre, mais c'est pas toujours très très facile. Mais... Amène-nous dans ces premières années, entre 2006 où l'idée se crée, où tu vas, avec Jean Todt, créer votre communauté, commencer à les taper aux portes pour trouver ces moyens-là, et le premier pierre qui a été posée en 2010, si je me souviens bien. Non, l'ouverture en 2010. Exactement, l'ouverture. Donc l'ouverture en 2010, donc 4 ans entre l'idée, la première pierre et l'ouverture. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était le plus dur au départ? C'est lever justement les premiers millions C'est d'arriver à convaincre de l'intérêt du projet déjà. Intérêt à convaincre... Mais qui en particulier? T'avais des gens, il fallait convaincre, c'était d'autres professeurs, c'était des chercheurs? Non, les chercheurs, ils étaient tout à fait, la plupart étaient tout à fait heureux. Non, c'est des instances publiques qui sont le CNRS, l'INSERM, l'université, la science publique, la région, la ville de Paris, enfin, tous ces gens-là qui sont des gens remarquables, plein de bonne volonté, mais... pour laquelle on sort un petit peu du cadre, quoi. On sort du cadre et donc c'est quelque chose de nouveau. Et certains disent c'est très très bien mais j'ai pas d'argent à vous donner. D'autres disent oh mais non mais on peut pas, etc. Et puis petit à petit, entre gens intelligents, on arrive à peu près à se comprendre. Ça peut prendre un peu de temps. Oui. En revanche, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais et si parce que là on parle de budget pour que tu donnes aussi une notion de taille. Aujourd'hui, combien de membres, combien de collaboratrices, collaborateurs, combien de chercheurs? Quel est ton budget annuel aujourd'hui? Actuellement, il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent à l'Institut, qui ne sont pas tous full-time, pas tous temps plein, mais qui travaillent à l'Institut. Et le bâtiment qui a été construit par Jean-Michel Villemotte, il y a également un autre bâtiment et un autre qui va être construit. Donc qui est bien à la Pitié, dans le 13e à Paris. Au milieu de la Pitié-Salpêtrière, puis on a un autre bâtiment qui est en dehors de la Pitié, mais à 500 mètres, et on va avoir un troisième qui est à 50 mètres. Génial. Et donc, c'est à peu près 1000 personnes qui travaillent et c'est actuellement un budget à peu près de 100 millions d'euros par an. Wow. Il faut trouver par an. Et là-dessus, c'est 75-25 privés, publics à peu près. Donc, et c'est important de nouveau de signaler, on est, une énorme majorité de ces financements sont des financements privés. Oui, mais avec également du public. Mais avec justement avec vraiment une synthèse des deux très importante. Symbiose entre les deux. Ce qui est génial et ce qui se prouve que ça fonctionne. Quand tu as vu justement, quand tu as démarré ça, en tant qu'entrepreneur, souvent quand je démarre un projet qui est assez nouveau, je regarde ce qui se fait ailleurs, je pose beaucoup de questions, j'essaie de comprendre s'il y a des modèles similaires qui peuvent être déjà existants ailleurs. Toi, tu as regardé ça? Tu as trouvé des choses aujourd'hui qui sont bien différentes? On a travaillé avec deux neurologues qui sont Yves Agide et Olivier Lioncan, qui sont des garçons remarquables, et on a fait un benchmark un petit peu sur tout ce qui se faisait, et pour prendre le meilleur. Mais le meilleur, et c'est la grande richesse française, c'est de l'avoir mis au milieu d'un hôpital qui voit passer 100 000 patients neurologiques par an. Les Américains, les Australiens, les Japonais nous ont pas attendus, ils sont aussi intelligents et ils ont parfois plus d'argent. Mais ils n'ont pas... leur centre de recherche n'a pas cette liaison avec le patient. Et on a voulu faire au même endroit la recherche clinique auprès du patient, le patient sert pour la recherche, et la recherche lui sert, et puis également la recherche fondamentale. Ça s'appelle la recherche translationnelle, qui va de l'un à l'autre. Et l'attractivité de l'Institut, on a actuellement, je crois, 52 nationalités différentes, c'est un peu la tour de Babel. Dans vos chercheurs. Dans les chercheurs, ils viennent parce qu'il y a ce projet qui est tout à fait innovant, parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a des plateformes remarquables, mais également parce qu'il y a ces 100 000 patients neurologiques qui sont autour de l'Institut, dans la Pitié-Salpêtrière, et avec la science publique. On va
revenir vraiment dans ce que vous avez créé, vous avez réussi à faire depuis plus de 15 ans maintenant. Mais avant ça, et tu le sais, dans Pause, nous avons des pauses amicales également, des gens qui t'aiment profondément, qui t'apprécient énormément, qui vont te poser une question. Et on va commencer par cette première question. La question vient de Serge Weinberg. On écoute Serge. Bonjour Gérard, c'est Serge. Écoute, voilà 24 ans que tu as commencé à travailler sur le concept même de l'Institut du cerveau, de l'ICM. Et j'aurais aimé savoir ce qui, pendant ces 24 ans, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ou dans la construction de ce projet? Et à quel moment tu as senti que ça allait marcher? Même si en matière de recherche, on ne sait jamais vraiment si ça va marcher. Mais quelles ont été tes plus grandes difficultés et puis tes plus grandes joies? Merci Serge, qui est maintenant le président de l'Institut, qui a pris depuis le mois d'octobre, depuis le mois de novembre, octobre, oui. Et donc Serge, qui a fait un énorme travail avec les autres membres fondateurs, c'était le trésorier de la bande, le financier de la bande. Qui est une personne fabuleuse, admirable, qui est impliquée dans tout un tas de causes sociétales et qui est d'une humilité et d'une profondeur assez rare. Merci Serge pour cette question. Et donc, j'ai d'abord eu un certain nombre d'angoisses parce que quand je passais à la Pitié-Salpêtrière tous les jours, je voyais qu'il y avait un ancien bâtiment préfabriqué où on devait construire. Je voyais pendant 1 an ou 2. Et puis ensuite, je l'ai vu démoli. Ensuite, je me suis dit, comment est-ce qu'on va arriver à boucler le budget? Donc, il y a des angoisses d'entrepreneur que je n'étais pas du tout. Donc, on apprend un métier. Ensuite, il faut construire quelque chose qui va être fonctionnel. Et donc, on a discuté avec, en particulier, Yves Agide et Jean-Michel Villemotte sur ce bâtiment qui devait être joli, c'est pas nécessaire d'être moche pour bien travailler, mais également qui devait être fonctionnel, c'est-à-dire on ne sait pas ce que sera la recherche dans 10 ans, donc comment arriver à moduler tout ça, avoir cette flexibilité et comment faire travailler les chercheurs tous ensemble. Donc là, c'était des angoisses très très importantes. Donc il y a eu 2 étapes. 1, est-ce qu'on va réussir à le construire? Et 2, une fois que c'est construit, est-ce qu'on va réussir à être performant et à arriver à notre but. Donc ces 2 périodes sont les 2 périodes un petit peu inquiétantes et angoissantes. Mais honnêtement, et c'est du fétichisme, le fait de savoir être entouré, je dis pas ça pour gentil, d'être entouré par Jean-Todt, d'être entouré par Serge, par Maurice Lévy, Jean-Pierre Martel, Jean Glavany et plein d'autres. Vos fondateurs. Je me dis, c'est des gens qui ont tous réussi dans leur domaine, ils vont quand même pas se planter là. Et donc, c'est un peu stupide et bête comme réflexion, mais c'était le réconfort que je pouvais avoir en me disant, je suis sûr qu'on va y arriver. Et seconde question que posait Serge, quand est-ce que tu as senti que la bascule est arrivée? Quand on a véritablement vu que le bâtiment était construit et était opérationnel, c'est-à-dire à l'ouverture. À partir de là, il faut être très bon. Mais si on sélectionne les meilleurs, et on avait un Scientific Advisory Board qui sélectionnait les meilleurs chercheurs, des programmes tout à fait performants, à partir de là, j'ai une confiance totale dans les chercheurs et dans la qualité de leur recherche et leur motivation et leur passion. Quand on les voit, c'est des gens qui ont 35 ans, qui sont motivés de façon extraordinaire. Ils sont portés par quelque chose. Là, on revient sur l'innovation, parce qu'on parle de ça, on parle de chercheurs. Les chercheurs, par principe et par définition, doivent chercher quelque chose qui n'existe pas forcément. Ils n'y arrivent pas toujours, mais qu'ils mettent une passion telle dans une vie pour ça. Et quand ils le trouvent, c'est assez incroyable. Justement, dans ces innovations, depuis toutes ces années où l'ICM fonctionne, à les meilleurs chercheurs français, européens, mondiaux qui sont là, qu'est-ce que tu peux partager avec nous en disant, regardez ce qu'on a réussi à faire avec justement cette symbiose public-privé. On reparle de ces maladies qui vont toucher ou qui ont touché toute personne qui nous écoute aujourd'hui. C'est Parkinson, c'est Alzheimer, c'est la sclérose en plaques, c'est la bipolarité, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi tu dis, ça je suis sacrément fier.
Bah, on peut être très fier d'une part d'un certain nombre de progrès, de découvertes qui ont été faites. Alors, tu vas me dire, vous n'avez pas guéri l'Alzheimer, vous n'avez pas guéri l'épilepsie, vous n'avez rien guéri finalement. Et c'est sûr que tant qu'on n'a pas mis la dernière pièce du puzzle, on n'y est pas arrivé. Mais il y a des progrès dans le domaine de la génétique en particulier. Les maladies, c'est un mix de génétique, d'environnement et de comportement. Et donc, autant l'environnement, le comportement, on peut agir, autant la génétique, on est né comme ça. Et il faut découvrir pourquoi quelles sont ces mutations génétiques qui expliquent ces maladies et pourquoi il y a ces mutations génétiques. Et les plus gros progrès que l'on fait actuellement, c'est la compréhension du mécanisme de ces maladies. Alors qu'actuellement, on est très palliatif, on veut être réparateur et préventif. Et de plus en plus, on est en train d'arriver à anticiper le diagnostic d'une maladie avant que les symptômes n'arrivent. Alors, je te donne un exemple, c'est-à-dire que par exemple, sur quelle maladie l'Alzheimer que je ferai dans 5 ans, eh ben, ça fait 20 ans ou 30 ans que je le prépare, parce qu'on sait qu'il y a des dépôts d'amyloïdes, de protéines tau, etc., qui se déposent dans mon cerveau. Eh bien, pourquoi certains qui ont 70 ans ont ces dépôts et vont faire une maladie, et pourquoi d'autres ont ces dépôts et ne feront pas de maladie. Donc si on arrive à définir, à anticiper avant l'arrivée des symptômes, le pourquoi de ceux qui vont mal tourner, si je puis dire, eh bien, on aura fait des progrès énormes. Et peut-être qu'à ce niveau-là, on arrivera à trouver un traitement qui sera efficace à ce niveau-là et qui ne l'est plus quand les symptômes arrivent parce que tout est foutu. C'est ce qui se passe un peu actuellement pour le sida. On n'est pas arrivé à guérir le sida, mais on est arrivé à traiter de façon remarquable. Et là, on revient sur ton point entre le traitement et la prévention. Toi, c'est un gros sujet chez toi. Il y a le traitement d'un côté, pour le sida, et la prévention potentiellement. Cette prévention autre que mettre des préservatifs, qui est une prévention encore, la prévention numéro 1 pour ce type de sujet-là. Si on revient sur un Alzheimer ou un Parkinson, en prévention, toi qui étudie, qui passe du temps sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a des sujets que tu as vus en disant, où c'est malheureusement, comme tu dis tout à l'heure, c'est la génétique, c'est toi, peut-être tu l'auras jamais, moi ça m'arrivera peut-être dans 2 ans. Non, c'est bien entendu, il y a des mutations génétiques qui se passent, mais par exemple, si on prend l'aspect de la sclérose en plaques, c'est une gaine de myéline, c'est un câble électrique avec une gaine autour qui se détruit, et donc l'électricité passe plus. Et certains refont spontanément cette gaine, et d'autres la refont beaucoup moins bien et pas du tout. Donc on s'intéresse à ceux, je dirais, qui la refont, pour savoir pourquoi ils la refont, quels sont les facteurs favorisants, alors qu'on est tous censés être égaux, on a la même maladie, mais il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Pourquoi et quels sont ces facteurs-là? Ça, c'est des recherches très très intéressantes et importantes. Et vous avez trouvé déjà certains exemples? Il y a des éléments, oui, je ne vais pas te parler de choses que je ne connais pas, je ne suis pas neurologue ni chercheur, mais bien entendu, il y a des éléments. Mais ces éléments commencent et justement, est-ce que tu vois des gens, ou est-ce qu'avec vos chercheurs, vous voyez justement des comportements à risque, des gens qui porteront plutôt ceci? Est-ce que il va y avoir je te donne un exemple. Aux États-Unis, par exemple, en ce moment, tu as des nouveaux prises de sang qui permettent de pouvoir voir le type de cancer en phase 1. Donc, tu ne crois pas, toi, à ça? Je sais pas. Donc, en tout cas, peut-être que ça serait intéressant. Mais en tout cas, il se dit que tu peux arriver à avoir avec 1% de faux négatifs et 1% de faux positifs, c'est ce type de nouveau cancer. Moi, j'y crois, pas parce que j'y connais quoi que ce soit, mais c'est un ami que j'aime profondément qui s'appelle Stéphane Bancel, qui est donc le fondateur de Moderna et qui travaille beaucoup sur l'oncologie, comme tu dis, qui fait un travail incroyable. Je lui ai posé cette question-là. Et lui, il me dit, il a beaucoup regardé, parce que comme toi, au départ, quand il avait entendu parler de ça, il faisait une moue un petit peu. Et puis il a regardé, étudié, et puis il s'est rendu compte que c'était du solide. C'est aujourd'hui en fait une prise de sang qui permet, avec 1% de faux positifs, 1% de négatifs, savoir les 40, pas des cancers sanguins que organiques. Mais donc, est-ce que tu penses que ce type de choses pourrait arriver à terme? Oui, je pense qu'on va naître tous avec une carte génétique qui coûtera très peu cher. On aura notre génome complet sans aucun problème assez rapidement et à un prix défiant toute concurrence. Mais ça ne va pas nous dire vous allez avoir tel cancer. Ça va nous dire vous avez tel facteur de risque de tel cancer. Donc j'ai le facteur de risque du cancer du poumon. A priori, je ne vais pas fumer. J'ai le risque de diabète. A priori, je vais faire attention sur mon alimentation et je vais faire une activité sportive. Donc, à mon avis, on aura plus des facteurs de risque et c'est le comportement et l'environnement dont je parlais tout à l'heure qui vont faire qu'on va transformer l'essai ou on ne le transformera pas. Quand est-ce que tu penses qu'on aura cette carte du génome?
Dans 10 ans, dans 20 ans, tu as une idée? Très rapidement, non, je pense, très rapidement. Très rapidement, alors quand je ne sais pas si c'est demain matin ou dans 5 ans, je pense que c'est très rapidement. Ce qui posera des problèmes éthiques tout à fait différents, mais c'est-à-dire qu'on dira, vous avez le risque de tel truc, moi je ne vous embauche pas, montrez-moi votre carte de génome. La science, c'est régler un problème pour en créer un autre, et cet autre problème sera réglé. Stéphane Bancel, qui était ici à ta place il y a quelques temps de ça, et je conseille à toute personne qui nous écoute d'écouter, parce que Stéphane, sa trajectoire de vie venant des Bouches-du-Rhône, de Marseille, qui grandit et qui réalise une histoire et un parcours assez folle, un parcours assez fou, excuse-moi, me disait une chose intéressante. Il me disait, surtout, n'ayez pas de cancer dans les 10 prochaines années. Parce que selon lui, avec des technologies qui sont en train d'évoluer, en particulier de l'ARN, il dit que demain, on aura certainement une solution adaptée à ton génome, à ton corps. Voilà. Et donc lui, il était comme ça, d'une manière très... Et donc il avait une vision. Donc ce que j'entends aussi, c'est que toi, c'est peut-être lui, il dit 10 ans. Est-ce que c'est 5 ans ou 15 ans? Mais en gros, toi aussi, tu dis, dans les toutes prochaines années, on sera en tout cas avec la carte du génome. Et donc là, quand tu dis, est-ce que tu continueras à fumer alors que tu sais que tu es potentiellement plus sensible à un cancer qu'à un autre? Mais le problème du cancer sera peut-être plus facile à régler que le problème de maladie neurologique. Et c'est à peu près le cas actuellement. Les progrès qui ont été faits sur le cancer sont majeurs, extraordinaires. Les cancers cutanés, les mélanomes, on mourrait avec l'immunothérapie. Le problème est quasiment réglé. Enfin bon, et je pense que les problèmes neurologiques vont être plus difficiles à régler. Donc c'est là où c'est d'autant plus important d'avoir l'ICM. C'est d'autant plus important que c'est une maladie, que ce sont des maladies, mais c'est une maladie qui est chronique, et c'est une maladie qui est invalidante, et donc qui dit invalidant, dit dépendance. Donc c'est à la fois un aspect médical, mais également un aspect social. Social, considérable. Et sociétal. Une question là-dessus. Je sais que pour toi, ces maladies de santé mentale sont aussi très importantes, mais c'est assez peu mis en avant, ou vous avez pris un peu de temps ou un peu de retard sur ces sujets-là, ou vous êtes concentré sur d'autres thématiques? On s'est concentré surtout sur les maladies dégénératives neurologiques, sur les tumeurs, sur la maladie de Charcot, sur ces maladies-là, également sur les maladies mentales, mais soyons honnêtes, on est moins en pointe que pour les maladies dégénératives. Et je sais que pour toi, c'est un sujet où tu as envie de pousser ces prochaines années. C'est un progrès qui va également... Il y a eu un gros problème avec la séparation de la neurologie et de la psychiatrie il y a un certain nombre d'années, qui est un aspect historique absolument dramatique. Et je pense que les progrès de la science actuelle vont faire que la psychiatrie va commencer à se rapprocher beaucoup plus des sciences fondamentales qu'elles ne l'ont fait pour un certain nombre de psychiatres. Pas tous. Et donc là, toi, tu penses que justement sur cette partie santé mentale, est-ce que ça sera une autre structure? Est-ce que tu penses que ça sera... Le cerveau est le même. Le cerveau est le même. Mais les gens, quand tu parlais des 100 000 personnes qui venaient à la Pitié... Oui, mais bien également, il y a un très grand service de psychiatrie, un très grand service de psychiatrie infantile. Donc vous avez tout. Bien entendu. Vous avez tout. Mais on fait une IRM sur une maladie dégénérative, on voit l'anomalie. On fait une même IRM sur un schizophrène, le cerveau paraît normal. En fait, il n'est pas normal parce que c'est au niveau métabolique, c'est au niveau des échanges, etc. qu'il y a ces anomalies. Et les progrès techniques vont nous amener à faire des progrès médicaux considérables. Ouais, merci de travailler là-dessus. Merci parce que c'est en effet un sujet essentiel et qui touche... toute personne. Enfin, moi, je crois que des gens, quand ils ouvrent leur cœur et quand ils disent vraiment ce qui a touché leur famille ou leurs proches, je pense que toute personne a quelqu'un qui est touché par ces sujets-là. Donc c'est important de mettre des moyens et des ressources. Et pour d'ailleurs, là, on parle de ça, mais je pense que c'est la même chose. Tout ce que tu viens nous dire là, c'est pour ça que c'était important. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Parce que je crois malheureusement qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute qui n'a pas un proche qui va ou est passé la plupart du temps par... et on voit bien quand tu parles d'invalidante, on sait très bien l'impact que ça a sur toute Parce que quand on est malade avec une sclérose en plaques, on est malade, mais sa famille est malade, l'environnement est malade, sa boîte est malade, enfin tout le monde est plus ou moins touché. Et là, on parle de fin de vie, hein, parce qu'on peut parfois garder longtemps ces séquelles, et ça peut partir sur une durée longue. Mais on sait aussi que souvent, on arrive, et il n'y a pas forcément
de remède miracle. On part souvent sur des positions qui sont compliquées, qui ne s'améliorent malheureusement pas. Et donc, c'est vrai que c'est un impact considérable. Justement, sur ces sujets, toi, dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, et on va continuer à beaucoup en parler, de fin de vie. Toi qui passes ton temps justement avec des patients, ou à travers ces chercheurs, ou à travers ces docteurs, et avec des patients qui, parfois, sont désespérés, sont dans une vraie souffrance. Toi, tu le regardes comment, cette fin de vie? Toi, tu fais partie des gens en disant juste, ça devrait être encore plus structuré, aiguillé, tu serais plutôt en faveur, tu te positionnes, toi? On a tous connu des cas qu'on a réglés d'une façon ou d'une autre, peut-être à la limite de la légalité, et qu'on connaît très très bien. Et je pense que le tout, c'est de mourir dignement. Il faut mourir dignement. C'est pas le fait de mourir le plus tard possible, c'est pas le fait de mourir. Il faut mourir absolument dignement. Donc, soit on s'éteint tout doucement, tranquillement, sans aucune douleur, soit c'est des douleurs épouvantables, un handicap absolument monstrueux pour lequel on n'a plus la vie n'a plus de sens pour soi-même, et donc on n'a plus envie de vivre. Je comprends tout à fait que ces gens qui veuillent mettre fin à leur jour, c'est évident. Et donc tu peux comprendre pourquoi. Mais on ne va pas faire le café du commerce. Ouais, là, mais c'est important. C'est un problème éthique, mais c'est un problème législatif, bien entendu, très important, parce qu'il peut y avoir des dérives, il peut y avoir tout un tas d'interprétations très dangereuses, ça va générer quelque chose dangereuse de la loi. Il faut faire très attention. Ouais, mais quand les gens doivent aller à l'étranger pour ceci, il y a quand même un sujet. C'est qu'il y a quand même des gens qui peuvent se le permettre ou le faire. Chaque cas est personnel. J'ai un très bon ami chirurgien qui a eu une maladie de Charcot, ou tout au moins un équivalent, qui n'a pas voulu et puis qui est parti à Genève. Olivier Goy, qu'on connaît, est heureux de vivre et a une vitalité, un dynamisme absolument extraordinaire. Donc chaque cas est particulier. Mais qu'on puisse imaginer que potentiellement chaque personne ait ce droit, oui, tout à fait. cette décision. Tout à fait. Parce que et je pense que pour ceux qui ont passé du temps avec des gens qui sont dans ces conditions-là, il y a des choses qui sont à les limites de cette humanité, même si on croit profondément à des choses qui peuvent nous dépasser. On parle de pause amicale. Tu as été pendant longtemps président du conseil d'administration de l'ICM. Maintenant, on a compris que c'était Serge Weinberg. Mais j'ai une autre personne qui t'apprécie énormément, dont nous venons de parler. On parle et on entend une question de notre ami Olivier Goy. Cher Gérard, en grand fan de foot, tu as toujours été obsédé par l'idée de ne pas jouer le match de trop. Il y a quelques mois, tu as passé la main avec brio au tandem professeur Stéphanie Debette et Serge Weinberg. Une transition élégante, maîtrisée, presque stratégique. Raconte-nous les coulisses de ce passage de relais. Le moment de la décision, les doutes éventuels, la préparation, le choix des successeurs. Comment se prépare-t-on à quitter le terrain au bon moment ? Merci d'avance pour ce regard en arrière. Je t'embrasse. Olivier est un garçon extraordinaire qui fait changer la vision des choses, qui fait changer la vision de la vie pour un grand nombre de personnes qui ont vraiment été transformées par ses témoignages et par tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un de Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'auraient pas entendu... Alors ici, on a eu Olivier à ce micro-là, donc les gens ont écouté ces moments où il est... Alors là, on l'a compris, sa voix aujourd'hui est une voix qui est artificielle, reconstruite par intelligence artificielle. Parce qu'il a justement cette maladie de Charcot, dont on parle de SLA, et il a eu il y a quelques années de ça. Et vraiment, je conseille d'écouter sa pause avec Olivier, parce qu'il avait encore... c'était il y a quelques temps de ça, où il nous parlait sans avoir une voix reconstruite. Et avec une voix reconstruite ou pas, son histoire est phénoménale. Cet homme que j'ai connu quand il était entrepreneur, il y a 20 ans de ça, 25 ans de ça, était déjà unique avec son épouse Virginie, avec ses enfants. Voilà. Et il y a cette foudre qui lui tombe dessus.
il y a maintenant 5 ans de ça, je crois, et il en fait quelque chose. Donc raconte-nous un peu Olivier Goy, même si c'est... Voilà. Et après, on va répondre à ces questions. Olivier, je l'ai connu, je crois, à la cafétéria de l'Institut, où il venait voir quelqu'un, où il venait voir justement le laboratoire qui travaille sur la maladie de Charcot, et on a tout de suite accroché. Et pour moi, c'était vraiment une révélation, une façon de voir la vie, mais tout à fait différente. Et on se dit que chaque instant qu'on vit actuellement, alors bien entendu, quand on est malade, quand on est handicapé, on se dit oh là là, je me rendais pas compte du bonheur que j'avais avant. Enfin, c'est parce que vous avez mal à la main et c'est pas très grave. Lui, c'est la vie. Et oui, explique quand on lui annonce sa maladie de Charcot, le médecin lui annonce aussi le nombre moyen. Oui, l'espérance de vie reste très limitée, de 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. Enfin, c'est plutôt 2 ans. Donc il faut bien imaginer que quand on lui annonce ça, et donc, c'est la foudre. Hein. Et alors il y a des variations, des différences un petit peu d'une personne à l'autre. Mais lui, il a pris la vie vraiment à plein poumon. Enfin, un mauvais jeu de mots puisqu'il a des problèmes pour respirer. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a la joie de vivre et la communique et se bat de façon extraordinaire. Il se bat pas pour lui, il se bat pour les autres, il se bat pour la science, il se bat pour la recherche, il sillonne le monde alors que... Il était au Japon, il va aller aux États-Unis. Il va retourner aux États-Unis, enfin bon, ouais. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et mettons encore en avant tout son cercle. Tous les gens qui, au quotidien... Et qui sont d'une générosité extraordinaire et qui arrivent à lever des millions pour une maladie qui n'intéresse que personne ne connaissait. Maintenant, tout le monde la connaît. Les gens donnent pour la maladie de Charcot et il a créé, avec les gens à l'Institut, un consortium européen qui fait qu'il y a plus de 2500 chercheurs qui travaillent en Europe sur la maladie de Charcot. Alors qu'avant, il y avait une équipe là, une équipe là, une équipe là. En 4 ans. Donc, c'est extraordinaire. C'est phénoménal. C'est extraordinaire. Donc, merci encore une fois, Olivier. Et ton premier cercle, ton deuxième cercle, de faire ce que tu fais. Tout le monde. Il y a des amis qui sont d'une générosité aussi à ta hauteur. On avance sur... Alors, il faut que je réponde à sa question. Ah oui, alors comment on fait? Lui, il aime bien ça. C'est comment tu trouves le successeur? Enfin, tu vois, c'est un peu comment ça se passe derrière. C'est la question qu'il se pose. Le successeur avec Serge s'est passé très simplement, puisque j'avais décidé d'arrêter déjà depuis un certain nombre d'années. Il voulait que je continue un petit peu, et puis j'ai dit une date limite. Et donc, j'ai fixé cette date limite. À partir de là, dans le cercle des membres fondateurs, Serge était celui qui a fait l'unanimité auprès de tout le monde, que ce soit il y avait personne en face de lui, c'était évident, c'était une évidence, l'unanimité. En raison de ses qualités, de son passé, bien entendu, professionnel, mais également président de Sanofi, donc il connaît très bien les maladies, et la maladie, même s'il n'est pas médecin, et c'était la personne remarquable qu'il fallait, et vraiment quelqu'un d'une très très grande qualité. Et quant à Stéphanie Debette, qui est notre nouvelle directrice, elle a été recrutée avec des chasseurs de tête et on a pris les meilleurs en shortlist. Il y avait elle et un Canadien et puis on l'a pris et une dimension internationale et des qualités extraordinaires. Et je termine avec 2 questions. La première, c'est, on parle de pause parce que tu es ici pour justement faire cette pause-là. Est-ce qu'il y a un endroit, toi, sur Terre où tu aimes particulièrement faire cette pause, où tu vas t'arrêter? C'est où cet endroit-là? Alors moi, c'est depuis... pas toujours, mais depuis l'âge de 15 ans, c'est à Biarritz, parce qu'en première année, à Louis-le-Grand, justement, un des copains était de Biarritz, et donc je suis allé chez lui, et donc j'y suis retourné. Depuis, j'y vais le plus souvent possible. Quelle partie de Biarritz pour les biarros? Il y a un endroit que tu aimes particulièrement là-bas? Non, enfin moi j'habite dans le centre, mais j'aime bien tout l'arrière-pays et l'Espagne à côté, qui est quand même très 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 agréable. Ça, c'est un pays assez extraordinaire où on peut se reposer tout en étant actif, faire du sport et ce que l'on veut. Donc, donc Biarritz, ça, on est d'accord. J'achète assez facilement Biarritz et toute cette partie des Pyrénées-Atlantiques, le 64. Une dernière question, toi maintenant qui as passé ce moment avec moi, merci encore pour le partage, qui tu penses que je devrais inviter ici? Quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas? Tu dis tiens, t'aimerais en savoir plus ou tu en sais plus, t'aimerais que je l'invite. Ce serait qui cette personne-là? Alors, dans les sportifs, il y a un sportif que je connais un tout petit peu, mais que j'ai beaucoup, beaucoup admiré depuis toujours, par sa réussite sportive et professionnelle. Mais vraiment, je dis ça spontanément, c'est Jean-Claude Killy.
Je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé. Non, oui, c'est un très bon point. Et alors que je le connais pas. Je l'ai vu 2 fois, 3 fois, on s'est téléphoné pour un truc. Mais c'est quelqu'un que je trouve assez extraordinaire par sa réussite, et sportive et professionnelle, et par sa discrétion. On n'entend pas parler, il est au CIO, il la ramène pas, etc. C'est sûrement quelqu'un de très, très intéressant. On va tenter. Parce qu'en effet, il y a cette discrétion, donc j'adorerais, comme toi, qui viennent... À mon avis, il doit avoir plein de choses à dire. Merveilleux parcours. Il ne raconte pas. Parfait. Voilà, merci Gérard. en tous les cas, c'était très, très agréable, et à bâton rompu, et on peut parler de tout, et c'est très, très plaisant. Merci à toi, c'était un bonheur de t'avoir, et merci encore une fois pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, de manière micro, quand tu étais dans ton hôpital, de manière macro, comment tu arrives à faire monter ce travail admirable de tous ces chercheurs, merci de le dire, entre cet hôpital public essentiel, important, sous-valorisé, pas assez financé, et justement ce privé où il y a de l'argent, et malheureusement c'est pas toujours aussi évident de pouvoir mettre les deux ensemble. Vous le faites tellement bien, bravo et merci, et longue vie à l'ICM. Merci Gérard. Merci beaucoup Alexandre, super. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.